Donc, ce soir, la symbiose. Alors, si l'on prend n'importe quelle espèce vivante, j'ai pris ici l'un de nos pensionnaires dans l'aquarium, le rason algue, eh bien, n'importe quelle espèce est soumise à un certain nombre de contraintes dans son environnement. Alors, ces contraintes peuvent être d'ordre physico-chimique. Chaque espèce a besoin pour vivre de se trouver dans un milieu particulier, d'avoir un espace vital suffisant, d'avoir une exigence en termes de température, en termes de qualité d'eau, d'hygrométrie, etc., etc. Donc toutes ces conditions physico-chimiques, c'est ce qu'on appelle le biotope en biologie, c'est les conditions en fait du milieu de vie. Eh bien, toutes ces conditions physico-chimiques vont conditionner l'évolution des populations de l'espèce. Alors ici, ce n'est pas tellement ce type d'interaction qui nous intéresse, c'est plutôt les interactions biotiques. Les interactions biotiques, ce sont les interactions biologiques donc d'un individu, d'une espèce, avec les autres individus, avec les autres espèces ou éventuellement avec les individus de la même espèce. Il faut bien comprendre que dans un environnement, finalement, ce qui va beaucoup conditionner l'évolution des populations des espèces, c'est beaucoup ces interactions biologiques. Alors, on peut les distinguer en deux grands types, les relations intraspécifiques. Donc ça, c'est toutes les relations qui vont s'établir entre un individu et les individus de la même espèce. Alors, on peut avoir des relations de mutualisme, des relations bénéfiques pour tous les individus. Ça, ce sont les différents degrés de vie en société. On peut avoir le plus bas niveau d'interaction qui est la grégarité. On a des individus qui vont vivre regroupés, mais sans vraiment avoir d'interaction entre eux, jusqu'aux sociétés animales les plus complexes qu'on puisse envisager. Ces relations intraspécifiques, ça peut être aussi de la compétition, bien sûr, et ça va concerner également tout ce qui est relations pour la reproduction, les relations avec les partenaires sexuels. Et puis, on a dans ces interactions biologiques, ces interactions biotiques, eh bien, on a tout ce qui est relations interspécifiques. Donc là, ce sont les relations avec les individus des autres espèces. Alors bien sûr, on va avoir les relations prédateur-proie. Chaque espèce va se nourrir aux dépens d'une autre espèce et peut éventuellement être le support alimentaire d'une autre espèce. Alors ici, ce n'est pas ce type de relation qui nous intéresse aujourd'hui. Ça, c'est les relations trophiques, c'est les relations prédateur-proie, qui mange qui est mangé par qui, etc. Non, dans ces relations interspécifiques, il peut y avoir d'autres types de relations. Alors, typiquement, en biologie, on les schématise, on les représente de cette façon-là. C'est-à-dire qu'entre deux partenaires, deux espèces, eh bien, on peut avoir des effets positifs pour les deux partenaires, aucun effet, ou des effets négatifs pour les deux partenaires. Alors, quelles sont les différentes possibilités ? Eh bien, lorsque les effets sont négatifs pour les deux espèces, eh bien, on parle de compétition. Ça, c'est par exemple deux espèces qui vont être en compétition pour la même ressource alimentaire, deux prédateurs qui vont se nourrir de la même proie, il y a des relations de compétition, ou deux troupeaux d'herbivores qui vont se nourrir des mêmes végétaux. Il peut y avoir des relations donc, de compétition. Si une population se développe un peu plus, eh bien, ça peut avoir des effets négatifs sur l'autre population et bien sûr vice-versa. Donc ça, c'est de la compétition. Alors on peut avoir également des effets négatifs pour un partenaire et aucun bénéfice pour l'autre. Alors ça, c'est pas très répandu dans le monde animal, mais c'est beaucoup plus répandu dans le monde des micro-organismes. Tout ce qui est
champignons, bactéries. Là, on peut avoir des relations de ce type-là. Si vous connaissez par exemple la découverte de la pénicilline, c'est un antibiotique relargué par un champignon qui va évidemment avoir un effet négatif sur les bactéries autour, mais qui n'a pas forcément d'effet positif pour le champignon en question. A l'inverse, on peut avoir un effet négatif pour l'un des partenaires et un effet positif pour l'autre. Et ça, c'est du parasitisme. Alors attention, parasitisme et pas prédation. Parce qu'on pourrait dire, le prédateur, évidemment, il va en tirer des effets positifs puisqu'il va se nourrir aux dépens de la proie, et la proie, c'est le désavantage ultime, puisque ça va se terminer par la mort. Non, on distingue entre la prédation et le parasitisme de différentes choses. La prédation, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, tandis que dans le parasitisme, il y a une interaction qui est durable. C'est quelque chose qui va durer longtemps. Et ça ne se traduit pas forcément, quelquefois ça peut, mais c'est relativement rare, ça ne se traduit pas forcément par la mort de l'un des deux partenaires. On peut avoir aucun effet sur les partenaires, donc ça c'est du neutralisme. Alors on pourrait se dire, oui, finalement, dans les écosystèmes, il y a plein d'espèces qui n'interagissent pas du tout entre elles, sont complètement neutres. Oui, en théorie, oui, mais si on regarde un petit peu plus près, c'est loin d'être aussi évident que ça. Parce que dans les écosystèmes, en fait, tout est tellement en équilibre que quelquefois, quand vous enlevez une espèce, quand une espèce disparaît, ça peut avoir des répercussions sur tout un tas d'autres espèces qui n'ont a priori aucune relation avec l'espèce en question qui disparaît. On peut avoir un effet positif pour un partenaire et puis pas d'effet pour l'autre. Ça s'appelle du commensalisme. Je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Alors le commensalisme, vous avez comme ça beaucoup d'organismes qui vivent éventuellement à l'intérieur d'autres organismes. Ils vont y trouver source de nourriture, abri, milieu de vie, mais à l'hôte, ça lui fait en quelque sorte ni chaud ni froid. Dans la conférence précédente, un autre microbiote, on a bien sûr des symbiotes là-dedans, mais on a aussi beaucoup de commensaux. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est les effets positifs pour les deux partenaires. Ça, en biologie, on appelle ça du mutualisme. Alors, quand on simplifie, on peut parler aussi de symbiose. Il y a une petite différence entre les deux qu'on va lever tout à l'heure. Donc ça, ce sont les différentes relations entre espèces, autres que trophiques, qui peuvent se produire au sein des écosystèmes. Donc dans les autres conférences, on parlera de parasitisme. Ici, c'est les effets positifs pour les deux partenaires. Donc, le mutualisme, c'est l'interaction entre deux ou plusieurs espèces, quelquefois ça peut fonctionner à plusieurs espèces, avec des bénéfices mutuels, des bénéfices réciproques entre les différents partenaires de cette association. Alors, regardons d'un petit peu plus près comment ça fonctionne. Il peut y avoir différents types, différents degrés de mutualisme, et après on va en voir différents exemples. Alors, ce qui peut varier, c'est la nature du bénéfice. Quels peuvent être les bénéfices que les partenaires de ces associations vont retirer? Alors, souvent, ça peut être des bénéfices alimentaires, d'alimentation. Alors, attention, ça ne veut pas dire que l'un des partenaires se nourrit de l'autre, sinon, c'est plus du mutualisme, ça va être du parasitisme. Mais on va voir des exemples où, effectivement, il y a des bénéfices alimentaires. Ça peut être du transport. Certains partenaires vont profiter de l'autre partenaire pour être transporté. Ça peut être de la protection aussi contre les prédateurs. Donc ça, ce sont les bénéfices les plus fréquents que l'on observe dans les relations de mutualisme.
Et on va voir également ce soir que la durée de l'interaction peut être variable. Et c'est là où on va faire la différence entre mutualisme et symbiose. On peut avoir des interactions qui vont être temporaires et qui ne sont pas obligatoires. On va en voir quelques exemples. Mais on peut avoir également des interactions qui vont durer dans le temps et qui sont obligatoires, à tel point que l'un des deux partenaires de la relation ne peut pas vivre sans l'autre espèce. Et là, à ce moment-là, on parle plutôt de symbiose. Donc en fait, dans la définition, la symbiose, c'est une catégorie de mutualisme. C'est un mutualisme obligatoire entre deux espèces. Alors ça, c'est la théorie. Voyons-en quelques exemples. Alors évidemment, on est à l'aquarium, donc l'exemple classique, typique et bien connu, c'est la relation de mutualisme entre l'anémone et le poisson-clown. Donc ça, c'est ce que j'ai filmé vite fait tout à l'heure dans les galeries d'aquarium, avec les anémones et nos petits poissons-clowns. Alors ils sont encore assez petits parce qu'ils sont jeunes, ils vont grandir avec le temps. Ça là, c'est une espèce qui peut faire jusqu'à 8-9 cm. Pour le moment, ils sont assez petits. On voit que dans l'anémone, on peut trouver d'autres hôtes, voilà, le fameux petit poisson-clown. Là, on a un crabe porcelaine. Alors lui, c'est un commensal. C'est-à-dire qu'il vit dans l'anémone, il bénéficie de la protection de l'anémone, mais l'anémone, ça lui fait ni chaud ni froid, elle n'en tire ni avantage, ni inconvénient. Donc ça, c'est du commensalisme. Par contre, entre le poisson-clown et l'anémone, là, il y a des bénéfices réciproques. Alors auparavant, on ne les voyait pas très bien dans l'aquarium parce qu'on avait une autre espèce de poisson-clown avec des plus gros individus et donc les petits étaient tout le temps planqués derrière. Maintenant, on a retiré l'autre espèce et on voit un petit peu plus nos petits pensionnaires. Alors, regardons ça d'un petit peu plus près. Alors en fait, la symbiose entre anémone et poisson-clown, je vous disais qu'il y avait une deuxième espèce. Ah oui, effectivement, ce type d'association, on connaît une dizaine d'espèces d'anémones différentes. Et ce poisson-clown, alors en latin c'est le genre Amphiprion, et si je me souviens bien, je crois qu'il y a 29 espèces différentes d'Amphiprion qui établissent des relations de mutualisme, de symbiose avec des anémones. Donc là, ce n'est pas spécifique d'une anémone et d'un poisson-clown, ça concerne plusieurs espèces d'anémones et plusieurs espèces de poissons-clowns. Alors après, vous avez des poissons-clowns qui vont établir des relations avec une seule espèce d'anémone ou avec plusieurs, il y en a qui sont plus ou moins exigeants. Alors celui-là, Amphiprion ocellaris, il peut vivre dans 3 anémones différentes dans le milieu naturel. Alors, quels sont les bénéfices? Alors, le poisson-clown, il va retirer du bénéfice une protection contre les prédateurs. Les anémones sont des animaux urticants, avec leurs tentacules qui sont bourrés de cellules urticantes. C'est comme ça que les anémones attrapent leur proie. Dès qu'une proie frôle un tentacule, il y a du venin qui est déchargé par ces cellules urticantes, ça va tuer la proie ou la paralyser, et les tentacules vont ramener la proie jusque dans la bouche et elle va être absorbée. Donc, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui se frottent volontiers aux anémones, qui s'y frottent, s'y piquent. Ça s'applique extrêmement bien aux anémones de mer. Donc, le poisson-clown va y trouver une protection contre les prédateurs. Il peut également bénéficier d'aliments au sein de l'anémone de mer, parce que l'anémone de mer va attraper des proies et le poisson-clown peut éventuellement en profiter.
Également, protection des œufs et des jeunes. C'est aussi un bénéfice que retire le poisson-clown de cette association. L'anémone, elle, va également en retirer une protection contre les prédateurs. Parce que même si c'est urticant, il y a toujours des prédateurs qui arrivent à passer outre toutes ces barrières de protection que mettent en place différentes espèces. Et donc il y a des poissons qui sont capables de venir brouter comme ça des bouts de tentacules. Et le poisson-clown va défendre son anémone, son territoire, contre ce type de prédateur. Le poisson-clown peut aussi déparasiter l'anémone, donc ça aussi c'est un bénéfice. Et lui aussi va se nourrir, et l'anémone peut profiter éventuellement de restes de repas du poisson-clown. Donc là, on a des bénéfices entre les deux espèces, donc une relation de mutualisme. Alors c'est un mutualisme qui a l'air assez efficace pour les poissons-clowns. Il y a des chercheurs qui ont regardé la longévité, et il se trouve que les poissons-clowns ont une longévité relativement importante. Un poisson-clown, ça peut vivre jusqu'à une 30aine d'années. Alors c'est pas mal pour des poissons de cette taille-là. En général, la longévité, on trouve toujours des exceptions, mais en général, ça suit la taille. Plus les animaux sont gros, plus ils vivent vieux. Plus ils sont petits, et plus la durée de vie est courte. Ici, les poissons-clowns font un peu exception. 30 ans, pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus que les autres espèces des Pomacentridés. Les Pomacentridés, c'est la famille des poissons-clowns, c'est à peu près 400 espèces. Donc 2 fois plus que les autres, qui ne sont pas forcément symbiotes avec des anémones de mer. Et je crois que c'est 6 fois plus que n'importe quel autre poisson de la même taille. Alors, est-ce que la longévité de ces poissons-clowns est due spécifiquement à la symbiose? C'est difficile à démontrer. Bon, c'est une hypothèse qui est avancée. Autre exemple d'association qui ressemble un petit peu, c'est l'association entre, encore une anémone de mer et le Bernard l'ermite. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut observer dans nos aquariums. Alors, lui, le Bernard l'ermite, il se planque souvent, donc je n'ai pas pu le filmer tout à l'heure. Alors en fait, le Bernard l'ermite, vous savez, c'est ce crustacé qui récupère une coquille de mollusque, une coquille de gastéropode, pour s'établir dedans et s'en servir de protection. Et sur cette coquille, eh bien, il peut s'établir des anémones. Alors là aussi, ça peut concerner quelques espèces de Bernard l'ermite différents, quelques espèces d'anémones différentes. Et là, c'est une véritable symbiose également, parce que c'est le Bernard l'ermite qui, avec ses pinces, va décrocher l'anémone de son support et va les fixer sur la coquille. Et l'anémone de mer va se fixer effectivement sur la coquille. Alors, qu'est-ce qui gagne le Bernard l'ermite? Une protection contre les prédateurs. Effectivement, il y a une étude qui a montré que des Bernard l'ermite associés à des anémones étaient beaucoup moins soumis à la prédation des pieuvres. Les pieuvres sont les grands ennemis des Bernard l'ermite, et ceux qui ont des anémones sur la coquille sont en partie protégés contre les céphalopodes. Et à l'inverse, l'anémone de mer va trouver un support, va trouver également un déplacement. Qui dit déplacement pour un animal qui normalement est fixé, dit de plus grandes occasions d'attraper des proies. Et donc, un bénéfice également alimentaire. Alors, ça, c'est des symbioses qu'on observe des mutualismes, qu'on observe en milieu marin, mais c'est des choses qu'on peut observer éventuellement dans nos jardins avec les groupes mixtes. Alors, les groupes mixtes, ce sont des espèces qui vont se regrouper à plusieurs individus et vont vivre ensemble, se déplacer ensemble et chercher de la nourriture ensemble, parce qu'il y a un intérêt à le faire ensemble. Alors ça a été décrit par exemple pour des volets mixtes de mésanges. En hiver, les mésanges sont effectivement susceptibles de se regrouper à quelques espèces différentes,
mésange nonnette, la mésange à tête noire. Elles peuvent être en association avec d'autres oiseaux, les citelles, certains pouillots par exemple, et ça forme comme ça des gros groupes de quelques dizaines d'individus constitués de 3, 4, 5 espèces différentes. Et donc, ils sont ensemble et ils cherchent de la nourriture ensemble. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, ça procure une protection contre les prédateurs, parce que quand on est plusieurs, eh bien, on va repérer plus facilement les prédateurs. Quand vous avez une vingtaine de paires d'yeux pour surveiller tous les alentours et tous les prédateurs potentiels, c'est évidemment plus efficace qu'une seule paire d'yeux. La protection des prédateurs peut se manifester également par le comportement de houspillement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Certains oiseaux peuvent se protéger des prédateurs comme les rapaces en les houspillant quand ils sont à plusieurs. C'est-à-dire que quand il y a un rapace qui tourne, à ce moment-là, ils sont plusieurs à venir autour du rapace et le harceler à coups de cris très stridents, voire même faire des piquets dessus sans pour autant le toucher, mais vraiment des piquets de menace. Les corneilles font beaucoup ça sur les buses, par exemple, pour les éloigner des nids. Et évidemment, quand vous êtes un grand groupe, ce comportement de houspillement a plus de chances d'être efficace contre un prédateur. L'autre intérêt, c'est une meilleure exploitation des ressources alimentaires. Alors effectivement, quand on est plusieurs, on a plus de chances de trouver de la nourriture plutôt que quand on est tout seul. Mais on pourrait se dire quel est l'intérêt finalement d'être à plusieurs espèces? Est-ce qu'on ne peut pas envisager un groupe important mais d'individus de la même espèce? Eh bien en fait, le fait qu'on ait plusieurs espèces, il n'y a pas forcément les mêmes capacités sensorielles chez les espèces. Vous avez certaines espèces qui vont être plus aptes à trouver tel type de nourriture, d'autres qui vont être plus aptes à trouver tel autre type de nourriture, et ça peut profiter au groupe complet. Et c'est ce qui est intéressant pour les différentes espèces dans ce type d'association. Alors c'est aussi ce qu'on observe au niveau des troupeaux de grands herbivores africains. Effectivement, dans la savane, les grands herbivores se regroupent souvent à plusieurs espèces. Alors ça, c'est une étude qui a été réalisée dans le parc du Serengeti il y a quelques années, où ils se sont penchés sur les troupeaux mixtes de différentes espèces. Alors il y avait le buffle, le bubalrou, la gazelle de Thomson, le gnou bleu, le damalisque et le zèbre des plaines. Alors c'est vraiment une étude d'écologiste, une étude d'écologue. Dans ce sens, c'est un travail de Romain. Les études de terrain, c'est souvent assez compliqué parce qu'il faut compiler énormément de données pour ensuite les analyser. Pour vous donner une idée, je crois que pendant 5 ans, ils ont pris 115 000 clichés photographiques qu'il s'agit ensuite d'interpréter. Alors 115 000 à une personne, c'est pas possible. Par ordinateur, ça ne marche pas, parce qu'il faut que l'ordinateur reconnaisse les différentes espèces. Il y a des photos qui peuvent être plus ou moins floues. Et donc, pour cette étude, ils ont fait appel, c'est une étude participative, en fait, ils ont fait appel à des volontaires. Et toutes les photos ont été interprétées par un groupe extrêmement nombreux de volontaires. Et je crois que chaque photo a dû être analysée à chaque fois par 25 personnes différentes pour être sûr qu'il n'y ait pas de biais entre les différents interprètes des photos. Bon, ça c'est pour le contexte, pour dire que c'est des choses en fait assez difficiles à montrer, qui demandent beaucoup de patience et de rigueur. Alors qu'est-ce qu'ils ont montré? Alors, l'étude s'est focalisée surtout sur l'association zèbre et gnou, parce que c'est la plus fréquente. Et l'étude qui a été publiée a montré que, en fait, ça varie. L'association entre gnou et zèbre, elle diminue lorsque on est à la saison sèche et que les ressources alimentaires sont en quantité limitante.
Donc, quand il y a des problèmes d'abondance alimentaire, quand il y a un stress alimentaire, eh bien, ils se sont aperçus que la fréquence des groupes mixtes diminue. En gros, ça veut dire que, si on interprète de façon un petit peu anthropomorphique, les deux espèces finalement n'ont pas d'intérêt à s'associer parce qu'elles vont être en compétition pour les mêmes ressources alimentaires qui sont en quantité limitante. Et donc du coup, là, les groupes mixtes ne sont pas favorisés. Par contre, ils ont observé qu'il y avait une très forte augmentation des groupes mixtes quand il y avait une forte pression de prédation. Alors, la prédation, c'est bien sûr par les lions, les lionnes en particulier. Et à chaque fois qu'il y a des lionnes à proximité, eh bien, à ce moment-là, ces deux espèces s'associent beaucoup plus volontiers. Alors l'interprétation qui est faite, c'est que là aussi, il pourrait y avoir des capacités sensorielles différentes. C'est-à-dire que les gnous pourraient être sensibles à des stimuli sensoriels un peu différents de ceux des zèbres. Est-ce qu'il y en a qui ont un meilleur odorat, d'autres une meilleure vue? C'est l'hypothèse qui est faite. Alors, elle est avancée. Maintenant, il faut d'autres études pour le prouver, mais c'est l'hypothèse qui est avancée pour la favorisation de ces groupes mixtes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des relations de mutualisme qui varient suivant les conditions. C'est-à-dire qu'on a un mutualisme qui est facultatif et qui n'est pas durable, que ce soit pour les volées mixtes d'oiseaux ou les troupeaux des grands herbivores africains. Parce que ces volées mixtes d'oiseaux, de mésanges, on les observe à l'hiver. Par contre, printemps-été, c'est plus la même chose. Là, c'est le moment de reproduction, et là, on a des individus plutôt agressifs et à comportement territorial, qui vont plutôt chercher à évincer tous les rivaux de leur territoire. Donc les associations varient selon les conditions du milieu. Alors regardons d'autres exemples du mutualisme pour avancer un petit peu plus dans la caractérisation de ce mutualisme, dans qu'est-ce qui peut influer dessus et comment ça évolue. Alors ici, c'est l'exemple du labre nettoyeur. Alors c'est un pensionnaire assez courant en aquarium. Alors nous, en ce moment, on n'en a plus. On en avait il y a quelques temps. Alors c'est un petit labre très reconnaissable à sa couleur bleue et puis cette longue bande noire longitudinale qui va de la bouche jusqu'à l'extrémité de la caudale en passant par l'œil. Et comme son nom l'indique, il est nettoyeur. Alors les animaux nettoyeurs, il y a des crevettes nettoyeurs, des poissons nettoyeurs, des oiseaux nettoyeurs, c'est ceux qui vont débarrasser d'autres animaux de leurs parasites. Et effectivement, le labre nettoyeur se nourrit des parasites qui vont se développer sur la peau des autres poissons, sur les branchies, éventuellement dans la cavité buccale. Alors, c'est un poisson en comportement tout à fait intéressant, tout à fait exceptionnel. Il y a eu beaucoup d'études dessus. C'est une espèce qui vit en groupe de reproduction. Alors, en fait, on a un mâle et un groupe de femelles. C'est une espèce qui est hermaphrodite. Le mâle va en fait être l'individu dominant et tous les autres individus sont maintenus au stade femelle. Si jamais le mâle disparaît, sous la dent d'un prédateur ou de vieillesse, c'est la plus vieille des femelles qui va se transformer en mâle et qui va le remplacer. Donc un mâle, un harem de femelles, et le mâle va ainsi défendre un territoire. Et ce territoire, on observe dans le milieu naturel que ce territoire constitue une véritable station de nettoyage, une station de lavage, où les autres poissons viennent faire la queue leu-leu pour se faire nettoyer. Et effectivement, quand on regarde des vidéos ou des photos, c'est tout à fait ça. Vous avez les poissons qui sont côte à côte, qui sont quasiment immobiles, juste quelques mouvements de nageoire pour se maintenir
maintenir au même niveau, et ils attendent vraiment leur tour d'être nettoyés par le labre au niveau de la station de nettoyage. Donc là, on a une relation de mutualisme. Le labre, il trouve des aliments, et les clients, comme les appellent les scientifiques, les clients des stations de nettoyage, ils trouvent un déparasitage à bon prix. Bon, ça c'est très bien, mais quand on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça. On s'aperçoit que de temps en temps, le labre nettoyeur, il va mordre le client pour prélever un petit peu de mucus, voire un petit morceau de peau. Alors le client va réagir, parce qu'évidemment, ça fait mal. Il va donner un coup de nageoire, et au pire, il va mettre fin au nettoyage, et il s'en va, et il quitte la station. Il y a des études qui ont montré que, en fait, le labre nettoyeur, s'il a le choix entre des petits morceaux de peau sains et des parasites, il préfère les petits morceaux de peau sains. Et donc, le labre nettoyeur a tendance, de temps en temps, à mordre ses clients parce que c'est la nourriture qu'il préfère. Et on s'aperçoit qu'il y a des individus variables. Ça, c'est la variation entre les individus au sein des espèces. Il y en a qui vont être très loyaux, qui vont vraiment nettoyer leurs clients, et d'autres qui ne vont pas hésiter à les mordre assez souvent. Et les éthologistes, les scientifiques qui étudient le comportement animal, ont montré que finalement les labres, les individus qui ont tendance à mordre un peu trop souvent, ne doivent pas le faire trop souvent parce que sinon, leur station de nettoyage est désertée. Parce qu'évidemment, il y a d'autres labres nettoyeurs un peu plus loin, d'autres stations de lavage, et à ce moment-là, il y a tous les clients qui s'en vont. Et ils se sont même aperçus que ces labres qui mordent souvent, ils ne le faisaient pas envers n'importe qui. C'est-à-dire qu'ils ont leurs clients réguliers, qui vont nettoyer, jamais mordre, pour attirer des clients de passage, et c'est eux qui vont être systématiquement mordus. Parce qu'évidemment, un poisson, quand il attend son tour, s'il voit que tous les autres sont mordus systématiquement, il va sur une autre station de nettoyage. Alors ça paraît très anthropomorphique, très interprétation de nos yeux humains, mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, en fait, on a ici une relation qu'on pourrait penser de mutualisme tout à fait classique. Je déparasite, j'y trouve mon alimentation contre le bénéfice pour les clients, être débarrassés des parasites. Mais finalement, ça peut tourner presque à du parasitisme. Et donc, on voit que la frontière entre les deux est assez ténue. Un autre exemple du même type, c'est encore sur un nettoyeur, ce sont les pique-bœufs africains. Alors ça, ce sont des oiseaux qui vont se nourrir des parasites qui peuvent se développer sur les grands mammifères. Essentiellement, ce sont des tiques. Ça peut être aussi des larves d'insectes, mais c'est beaucoup des tiques. Et donc, ces oiseaux se nourrissent des tiques. Et les mammifères se laissent faire. Ils se laissent déparasiter à bon compte par ces oiseaux. Alors, on les appelle pique-bœufs parce que, à l'origine, ça a été décrit essentiellement par des scientifiques blancs qui ont observé ça au départ sur le bétail. Mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, on les trouve aussi sur beaucoup d'animaux de la savane. Alors, il y en a qui ne les laissent pas du tout faire. Les éléphants, par exemple, n'ont aucun pique-bœuf. Il y en a d'autres. Les buffles, les rhinocéros, tout ça, ils ont ces oiseaux qui les déparasitent. Alors ça, c'est le pique-bœuf à bec rouge, Buphagus erythrorhynchus. Erythrorhynchus, ça veut dire à bec rouge, qui peut être en association avec de nombreux mammifères
africain. Alors, il se nourrit des parasites, des tiques, sur de nombreux mammifères. Donc là encore, on pourrait penser, bon, relation de mutualisme. En plus, il y a une publique qui a montré qu'il y avait un rôle d'avertisseur de danger qui avait été sélectionné par l'évolution, par la sélection naturelle, pour le rhinocéros. Il y a une étude qui a montré que le rhinocéros noir tirait un bénéfice de cette association avec les pique-bœufs parce que ça avertit du danger d'un prédateur potentiel. Alors c'est une étude qui a été menée qui a montré qu'effectivement des rhinocéros avec des pique-bœufs détectent beaucoup plus rapidement et de beaucoup plus loin l'approche des scientifiques par rapport à des rhinocéros qui n'ont pas de pique-bœufs. Donc là, il y a un bénéfice supplémentaire. Mais en y regardant de plus près, c'est la même chose que le labre nettoyeur, le pique-bœuf, il préfère le sang. Et donc, en fait, quand il se nourrit, il a tendance à provoquer des plaies, voire à entretenir certaines plaies, parce qu'il va se nourrir de sang qui coule de la plaie. À tel point que des scientifiques ont publié dans cet article les pique-bœufs à bec rouge, vraiment des oiseaux des parasiteurs ou des vampires. Là encore, on est à la limite entre la relation de mutualisme et de parasitisme. Donc vous voyez, nous, humains et scientifiques en particulier, pour s'y retrouver dans la biodiversité, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, on a tendance à essayer de faire des cases où on range les animaux dans les cases ou les végétaux, pour pouvoir s'y retrouver et mettre un peu d'ordre. Mais c'est pas toujours simple. Quand on veut faire la différence entre vraiment du mutualisme et du parasitisme, on se retrouve avec des associations où c'est pas si clair que ça. Par exemple, ces deux exemples ici avec le labre nettoyeur et le pique-bœuf. Alors, d'autres exemples de symbiose, un peu plus étroites, puisque là, on va avoir des associations entre des animaux et des micro-organismes. Et là, c'est tous les symbiotes du tube digestif. Alors, ma collègue en avait parlé lors de la toute première conférence sur le microbiote. Et chez l'espèce humaine, c'est quelque chose qu'on ne soupçonnait pas il y a une vingtaine d'années. Maintenant, c'est devenu évident, l'importance du microbiote, et on s'en rend compte de plus en plus. Par contre, on connaissait bien ça pour tous les animaux phytophages. Les animaux phytophages, c'est ceux qui se nourrissent de végétaux. Alors, le problème des végétaux, c'est que ce n'est pas très digeste. C'est des molécules au niveau chimique, c'est assez compliqué à digérer. Et la quasi-totalité des animaux herbivores ou phytophages n'ont pas les enzymes pour digérer, n'ont pas l'équipement enzymatique pour digérer ces végétaux. Et donc, ils s'en tirent, ils arrivent quand même à se nourrir de ces aliments parce qu'ils sont en association dans leur type digestif avec tout un tas de micro-organismes. Donc, enzyme de digestion de la cellulose, qui est le composant principal des végétaux, très peu présente dans le monde animal. C'est assez curieux d'ailleurs, c'est une source d'interrogation pour les scientifiques. C'est quand même bizarre qu'il y ait autant d'animaux qui se nourrissent de végétaux et aussi peu qui soient capables réellement de digérer eux-mêmes les végétaux. Alors l'exemple des ruminants, alors ça c'est l'estomac d'un ruminant, d'une vache par exemple, avec la panse, ici. Alors comme son nom l'indique, c'est très volumineux, ça peut aller jusqu'à 90 litres, je crois, quelque chose comme ça. D'autres compartiments ici, alors là c'est ce qu'on appelle le bonnet, ici le feuillet.
Alors le bonnet, il y a des replis en forme d'alvéole. Le feuillet, il y a des replis en forme de feuille, en forme de lamelle. Et puis après, ici, c'est la caillette. C'est vraiment l'estomac du ruminant. Et tout ça, en fait, ce sont des chambres de fermentation des végétaux par tous ces micro-organismes symbiotes. Alors, en effet, on trouve de très très nombreux symbiotes. Donc, la totalité de cet estomac, ça peut faire jusqu'à 90 kg pour un poids de l'animal, allant jusqu'à 600 kg. Alors, on trouve des archées, on trouve des bactéries, on trouve des unicellulaires ciliés. Donc, tout un tas de micro-organismes qui vont participer à la fermentation de ces aliments. Donc, tout ça fermente. Le ruminant va produire tout ce qu'il faut pour le développement de ces organismes, des fibres végétales à fermenter, suffisamment d'eau. Les ruminants ont une salive très abondante. Ils vont même apporter à ces micro-organismes une source d'azote. La salive des ruminants est très riche en urée. L'urée, classiquement, c'est ce qui est éliminé par nos reins au niveau de l'urine. Les ruminants, eux, en recyclent une partie dans leur salive, et cette urée, envoyée dans l'estomac, constitue une source d'azote pour ces micro-organismes. Ça, c'est un autre désavantage des végétaux, c'est que c'est beaucoup de fibres peu digestes et c'est relativement pauvre en azote. En plus, tous ces replis, beaucoup de ces organismes ont besoin de se fixer pour réaliser leur rôle, et donc tout ça, c'est des replis pour augmenter la surface, pour avoir une grande surface de fixation de tous ces micro-organismes. Donc en fait, le ruminant apporte, si on peut dire, tout le confort à ces micro-organismes-là pour qu'ils jouent leur rôle. À tel point que la totalité de ces micro-organismes, ça peut représenter quelques kilos pour une vache. Alors ça, c'est beaucoup décrit chez les ruminants parce qu'évidemment, il y a l'intérêt agronomique, donc tout ça a été beaucoup étudié dans des contextes d'élevage, mais c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez beaucoup d'autres animaux. Il y a certains singes, par exemple, alors qui n'ont pas des estomacs aussi compliqués que ça, mais qui ont des estomacs divisés aussi en plusieurs loges, avec, pareil, des micro-organismes. Le kangourou a aussi un estomac un petit peu semblable. Donc c'est quelque chose, finalement, qui est assez fréquent chez les animaux qui se nourrissent de végétaux. Un autre exemple de ces symbiotes du tube digestif, c'est certains insectes. Alors, chez eux, là, la symbiose est extrêmement poussée, à tel point que les bactéries symbiotes sont à l'intérieur des cellules. Et on a ces cellules qui vont former des amas qu'on appelle des mycétomes, et ce sont en fait ces amas cellulaires qui vont produire les enzymes digestives qui vont permettre de digérer les végétaux. Et là, on se retrouve dans un exemple de symbiose où ni l'un ni l'autre des partenaires ne peut survivre sans l'autre. C'est-à-dire que ces bactéries intracellulaires, on les trouve que chez ces insectes-là. Elles n'existent pas dans le monde naturel comme ça. Et ces insectes, évidemment, ne peuvent pas vivre sans ces bactéries. Donc là, on a une vraie symbiose avec des partenaires qui sont intimement liés. Autre exemple de symbiose, ce sera notre dernier exemple, les symbioses avec des algues unicellulaires, on appelle ça des zooxanthelles. Alors c'est ce qu'on trouve dans les coraux. Donc là aussi, ce sont les coraux que j'ai filmés dans nos aquariums. Alors, les coraux, pour les maintenir en aquarium, on doit leur maintenir un éclairage extrêmement important, assez intensif, parce que ces coraux hébergent des algues unicellulaires qui font de la photosynthèse. Évidemment, pour qu'il y ait de la photosynthèse, il faut qu'il y ait de la lumière. C'est ce qui explique d'ailleurs que les récifs coralliens, on les trouve à des profondeurs relativement faibles. Au-delà de 30 mètres,
on trouve quasiment plus de coraux. Ou alors, ce sont des coraux qui n'ont pas d'algues symbiotes. Ce sont des coraux alors qui vont avoir une croissance extrêmement lente. Alors, quelques mots sur ces symbioses. Alors, ces algues, en fait, scientifiquement, ça fait partie du groupe des dinoflagellés. Alors, il y a différents genres, différentes espèces, mais le genre le plus courant s'appelle Symbiodinium. Son nom est évocateur, symbiose, symbio. Alors, on trouve ça chez beaucoup de coraux, et ces algues sont absolument indispensables à la survie des coraux. Vous avez peut-être déjà entendu parler du problème du blanchiment des coraux. Lorsque les coraux blanchissent, c'est qu'en fait, suite à un stress, eh bien, ils vont rejeter toutes leurs algues symbiotes. Ça, c'est très mauvais signe, parce que plus de 90% de l'alimentation des coraux provient de ces algues. Et donc, sans ces algues, ils ne vont pas survivre très longtemps. Alors, suite à un épisode de blanchiment, ils peuvent quand même récupérer des algues, mais il ne faut pas que le blanchiment dure trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, c'est la mort de la colonie. Donc là encore, on a un exemple de symbiose extrêmement intriquée, où les coraux ne peuvent pas survivre sans leur symbiote. Ah, ça, c'était juste une illustration, où ça, c'est au microscope, où on voit en fait une coupe dans un tentacule de petits polypes de corail, et tous ces petits points verts, ce sont les algues unicellulaires qui sont dans les tissus du corail. C'est d'ailleurs ces algues qui donnent leur couleur au corail. C'est pour ça qu'ils blanchissent quand ils les expulsent complètement. Alors ça, c'est quelque chose qui est bien connu chez les coraux, mais on trouve ça chez beaucoup d'autres organismes marins. Les bénitiers, par exemple, vous savez, ce sont ces gros coquillages bivalves, avec, vous voyez, la partie vivante ici qui est toujours très colorée, parce que là encore, il y a des algues à l'intérieur des tissus qui réalisent de la photosynthèse. Alors chez les bénitiers, je crois que c'est 70% de l'alimentation du bénitier, c'est apporté par ces algues. Mais on trouve ça chez certaines méduses. Alors ça, c'est une méduse un peu particulière, c'est la méduse retournée. En fait, elle passe beaucoup de son temps posée l'ombrelle sur le sol. Ça s'appelle Cassiopée. Et ça aussi, c'est une espèce qui héberge des algues unicellulaires, symbiotes, photosynthétiques. On trouve ça aussi chez pas mal de limaces de mer. Les limaces de mer, c'est des très jolis gastéropodes, marins, qui hébergent aussi ce type d'organisme. Et on en trouve aussi chez cette limace-là. Alors, elle s'appelle Elysia chlorotica. Elle a défrayé la chronique il y a quelques années parce que on a montré que cette algue avait acquis dans son génome des gènes de l'algue en question. C'est en partie ce dont on vous parlera lors de la prochaine conférence, c'est voir un petit peu tous les cas où ces interactions peuvent donner lieu à des évolutions du génome et donc laisser cette fois-ci des traces indélébiles dans le patrimoine génétique de toutes les espèces. Donc, en conclusion, eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On voit que les relations de mutualisme, eh bien, ça diffère suivant la nature du bénéfice, alimentation, transport, protection, mais ça varie aussi suivant la durée de l'interaction. Ça peut être passager et facultatif, les groupes mixtes par exemple, les troupeaux d'herbivores, les volées de mésanges. Et à l'inverse, ça peut être durable, obligatoire, les coraux avec leurs algues unicellulaires. Et on voit que la relation entre mutualisme et parasitisme, eh bien, quelquefois, elle peut être assez ténue.
On peut avoir du mutualisme qui va basculer vers quelque chose d'absolument obligatoire et de vital aux partenaires, donc une vraie symbiose, au sens scientifique du terme. Mais vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'on bascule vers du parasitisme. Je vous remercie de votre attention.